Bonjour à tous, ça va bien? Bienvenue à la conférence qui s'appelle l'enseignement vu par la data. Bon, il y a une énorme faute de français, mais c'est pour le jeu de mots, je pense que vous allez vite comprendre pourquoi. Dédicace à Arti qui a trouvé ce magnifique titre de conférence. Je remercie évidemment tous les sponsors, comme d'hab, sans eux il n'y a pas d'événement. Et je remercie tous les bénévoles, les gens qui ont fait le programme, etc. Parce que sans eux il n'y a pas d'événement non plus. Donc merci beaucoup à vous dans les séances et tout, c'est cool. Septembre 2022, malgré mon apparence incroyable, le constat est sans appel, je vieillis quand même en fait. Du coup, qu'est-ce qu'on fait quand on est trentenaire? On fait de la course à pied. Let's go. Pourquoi on ne sait pas trop? En fait, si, moi je savais, parce que j'avais besoin d'un soin, c'était de la rééducation, et au final, j'y ai pris goût. J'ai contracté le virus du running, jusqu'à en faire une conférence à Devox sur le marathon, et comment j'avais industrialisé toutes mes données dans Elasticsearch avec les data streams pour analyser mon entraînement. Septembre 2023, la forme est resplendissante. On prépare Touraine-Court, on est vraiment au top, patatras. On chope un truc, on pense que c'est le Covid, mais en fait non, c'est juste une pneumopathie. Bon, vas-y, ça arrive à tout le monde, c'est pas très grave. Sauf que bizarrement, d'un coup, je prends ce genre de coup de massue, je suis extrêmement fatigué, mais de manière anormale. Je refusais les apéros. Pour ceux qui me connaissent, c'est pas normal. Les symptômes, une grosse fatigue, mes yeux, c'est un volcan. J'ai une prise de sang et j'ai un truc qui s'appelle la ferritine qui est anormalement élevée. Pas très grave, quand on a une infection, c'est quelque chose qui évolue, on s'inquiète pas trop. Quand on a un petit bobo, qu'est-ce qu'on fait? On appelle Doc Emily. Bonjour à tous et à toutes, je m'appelle Dr Andrés Emily, je suis médecin généraliste à Rennes et j'ai l'immense honneur de connaître Monsieur Maxime Audy. Tout le monde n'a pas cette chance. Ça continue, Émilie elle me rassure, énorme fatigue, mes yeux c'est plus des volcans, c'est littéralement de la lave. À 18h j'ai envie de décéder tous les jours, la ferritine c'est encore plus élevé, et du coup on fait un petit test pour dépister une éventuelle hémochromatose. Le résultat, ceux qui me connaissent, je réussis toutes les entreprises que j'entreprends. Sauf que là, après réflexion, c'est peut-être pas ouf de réussir ce test-là. J'ai l'hémochromatose, c'est une maladie génétique héréditaire. Donc c'est une maladie où en fait il y a une accumulation de fer dans le corps. Normalement, il est éliminé naturellement via l'intestin ou via les règles pour les femmes. Elle peut se dépister en fait un peu par hasard si vous venez chez le médecin et que vous dites que vous êtes fatigué ou pas plus de choses que ça. On fait une prise de sang où on peut voir des petits marqueurs qui vont nous donner des indices comme quoi il y a peut-être quelque chose qui ne va pas. Et après, ça se dépiste vraiment par une analyse génétique où on va regarder justement le gène dont je parlais au début, qui est défaillant. Bingo, on est en plein dedans, et du coup, il y a un traitement. Donc je suis suivi dans le service des maladies hépato-digestives, l'endroit où les gens sont jaunes, littéralement. C'est effrayant. Et on me dit, on va faire des saignées. Je veux, let's go, c'est quoi, ça a l'air bien et tout. Ça, c'est le mardi, et le vendredi, première saignée. Je fais, quelle famille? Qu'est-ce que c'est que ça? En fait, on te prélève du sang, c'est tout, c'est le traitement. Pourquoi pas? Let's go. C'est quoi l'objectif en fait derrière tout ça? C'est ce qui s'appelle un traitement par induction. J'ai compris après que l'objectif principal, c'est probablement de te cramer la tronche avec des plaques induction parce que ça te déchire et c'est surtout pour désaturer ton organisme pour arriver à un taux de ferritine à 50. Vous avez peut-être des prises de sang, vous êtes à 100, 200 ou 300, c'est pas grave. Moi, vu que je suis pas hyper en forme, il faut que j'arrive à 50. Première analyse, le même jour, 965. Let's go, on n'est pas dans les clous. Et donc on va faire ça toutes les semaines. Et les saignées, qu'est-ce que ça fait? Ça te turbo-fatigue, parce que je fais en gros un don du sang toutes les semaines. C'est pas exceptionnel. Mais pourquoi est-ce qu'on fait tout ça? Donc là, on voit que j'avais un pour éviter ça dans mon projet qui a été généré. Je suis en train de sombrer, c'est terrible. Ça, c'est le résultat d'une saignée où cet homme est littéralement décédé. Donc c'était l'année dernière au Breast Camp où je faisais ma conf et j'étais perdu. Le pauvre Alex à côté était en mode hey, à l'aide. Finis la conf, s'il vous plaît. Et le traitement, évidemment, il a des enjeux parce que sinon, on peut finir la partie très vite. Le traitement de l'hémochromatose, c'est un traitement qui va être tout au long de la vie et qui est le traitement le plus ancien qui s'appelle une saignée. Donc on va enlever 400 à 500 ml de sang. Ça va éliminer le fer puisque le fer se fixe sur les globules rouges qui est dans le sang circulant. Ça permet en fait de limiter l'accumulation de fer et c'est un traitement qui permet de survivre puisque en effet si on ne fait rien, malheureusement on peut en décéder. Merci pour l'ambiance. Derrière tout ça, il y a quand même un suivi.
Dès qu'on fait des saignées, on fait des biochimies, pas forcément à chaque fois, mais souvent. Et donc on a des prélèvements qui sont faits, de la fameuse de ferritine, mais aussi plein d'autres choses dont j'ignorais l'existence, la saturation, l'hémoglobine évidemment, et plein d'autres trucs. Moi je me suis dit, c'était en 2024 ça, c'était littéralement il y a un an, et on est en 2024, l'IT et tout le monde va au Breastcamp, on s'est codé, on fait des trucs de dingue, il doit y avoir des super plateformes, peut-être même avec du machine learning pour dire là, n'y allez pas, ça va être fantastique. Non. J'ai un vieux cahier, littéralement un cahier. Donc mon suivi, c'est un cahier. J'espère que c'est pas le même que celui-là. Soit qu'il va faire machine inverse du Death Note. Par contre, j'ai la data. Donc à chaque fois que j'y vais, les dames, parce que c'est souvent des femmes qui travaillent dans le service hépato, elles notent les résultats de la saignée d'avant, littéralement. Donc là, c'est la page où il n'y a pas de sang dessus. Les autres, il y en a un peu dégueu. Mais en gros, j'ai toute la donnée. Et ce que je ferais pas, là, je justifie l'achat de ma magnifique Remarkable. Est-ce que je ne ferais pas du coup des petits dashboards pour suivre l'évolution et pour me rassurer? Savoir, j'ai fait ça comme saignée, ma ferritine elle fait ci, c'était ça les stats et tout. Si. Parce que pendant ce temps-là, c'est bien beau la médecine, mais on est quand même au Breastcamp, on a envie de parler un peu tech. Moi dans la vie, je suis consultant, je fais du dev. Et dans les projets sur lesquels je passe, il y a souvent une stack élastique pour le monitoring et le suivi de prod. Et ceux qui me connaissent, moi je suis un peu ce gars, c'est que les élastiques, c'est un peu mon truc. Donc à chaque fois qu'il y a des questions sur Elasticsearch, Kibana, etc., on vient me voir. Et au bout d'un moment, je me suis dit, est-ce que j'aurais pas plein de données sur moi? Est-ce que je pourrais pas les mettre en lumière dans Kibana et en profiter pour refaire un peu le tour de l'outil que tout le monde utilise au quotidien sans trop au final le maîtriser et juste refaire en mode Kibana, ça sert aussi peut-être à ça. Et comment on le fait? Comme d'habitude, on va le faire. Kibana, c'est quoi? Je pense que la plupart des gens connaissent l'outil. Ça fait partie d'une stack logicielle qui s'appelle Elasticstack. Historiquement, on appelait ça ELK pour Elasticsearch, Logstash et Kibana. Logstash, c'était l'ETL. Elasticsearch, c'est le moteur de recherche, donc c'est une solution moteur de recherche. Et Kibana, c'est la UI qui va accompagner cette stack pour mettre en forme les données et un milliard d'autres trucs. Kibana, ça permet de faire des choses comme ça. Donc en gros, du dashboarding, de la visualisation. Si on prend l'exemple de la keynote de ce matin sur Resto du Cœur, le truc des chambres froides, on pourrait suivre ça dans Kibana par exemple. Voir les températures et hop, mettre une petite alerte quand telle ou telle température n'est pas bonne. Ça, c'est un vieux screen de Kibana 4, ça commence à dater. Historiquement, Kibana, on l'utilisait beaucoup pour les logs, le suivi de logs. Et c'était incroyable de pouvoir centraliser donc, dans un cluster Elasticsearch les logs et surtout pouvoir rechercher dedans. Parce qu'on va s'appuyer sur les features de recherche du moteur Elasticsearch. Maintenant, ça fait des logs, mais ça fait beaucoup d'autres choses. De l'observabilité, de la sécu, de l'analyse ad hoc, il y a du machine learning, il y a un milliard de trucs dedans. Ok, on est très content. Quel est le plan? J'ai un cahier. Donc on va le transposer en CSV avec mes petites mains. Pour être un petit peu hype, on va utiliser l'IA, évidemment, ChatGPT. Je vais ajouter dedans quelques données. Je vais demander à transformer ça en JSON, en bulk d'indexation NDJSON après pour faire du gros volume. Et pourquoi pas réutiliser ChatGPT pour utiliser mon cas clinique pour générer plein de cas factices pour faire de la donnée. Allons-y. Le cahier en CSV, c'est facile. On le transforme en JSON, je demande à ChatGPT, j'ai ça, c'est ça mon séparateur, tu peux me le mettre en camel case, facile. J'ai fait 2-3 petites modifs sur les noms, mais après, voilà, pas de difficulté. Et après, je lui demande de me transformer ça dans un bulk d'indexation NDJSON. Quand on fait de l'indexation dans ES, on fait document par document. Personne ne fait ça dans la vraie vie. On utilise des bulks. Et le bulk, c'est un format NDJSON particulièrement relou. Donc je demande à ChatGPT, est-ce que tu veux pas me le faire avec la ligne d'action? Je lui dis tout comment faire. Et là, il me dit non. Il me dit fais-le toi-même. Depuis, je n'aime plus du tout l'IA, que je n'aimais pas fortement avant. Donc je l'ai fait à la main, dans mon petit Visual Studio Code. En tant que dev, j'ai fait des petites macros. C'est parti. En fait, c'était très simple. C'est juste que j'avais une flemme au début. On fait un petit bulk qui va me permettre d'indexer mes données. Tout va bien. Bon, c'est cool alors maintenant. Allons-y. Montre-moi les données, par pitié. Le suivi pendant les saignées est très important. C'est un suivi d'abord clinique où on va regarder si justement les douleurs articulaires ou la fatigue elle diminue. Et il y a également un suivi biologique qui est très important. Et donc les marqueurs principaux de ce suivi biologique, c'est
la ferritinémie, donc c'est le taux de ferritine dans le corps. C'est une molécule qui va recueillir le fer au sein et qui va circuler dans le sang. Donc en fait, si elle diminue petit à petit, c'est très bon signe, ça veut dire que l'hémochromatose commence à être contrôlée. Il y a également la transférine, donc c'est une autre molécule qui transfère le fer du foie au sang. Et le coefficient de saturation de la transférine, c'est ça qui est le plus important pour la transférine. Et après, on a également le taux de globules rouges qu'on va suivre de façon très rapprochée parce qu'il ne faut pas qu'il baisse trop. Et les globules rouges, en fait, sont fabriqués à l'aide du fer. Donc, s'ils sont augmentés, c'est à cause de l'hémochromatose. Donc on a des petits indicateurs à suivre. On reprend mon magnifique schéma. Et ben je vous propose qu'on essaye de le faire, ce truc-là. J'ai sur mon poste une stack élastique qui tourne. C'est des petits conteneurs Docker. Hop. J'ai rien du tout dedans. Si je veux récupérer mes données, j'ai même pas d'index. Mon index ça va, c'est lisible, qui s'appelle Blood Data n'existe pas. Donc je vais prendre mon petit bulk d'indexation. Donc j'ai une query qui va m'indexer tous mes documents avec mes données dedans dans mon index Blood Data. Donc je le fais, hop. On est très content. Le bulk, on a une réponse qui nous dit qu'il n'y a pas eu d'erreur. C'est plutôt bon signe. Et j'ai 28 documents qui sont mes signés. Mes documents de signés, ça correspond à quoi en fait? J'ai une date, j'ai un endroit. Bon, j'ai mis Paris par Boulard, mais je suis rennais. Hein. Un niveau de fatigue à un instant T, du fer, de la saturation, et éventuellement des remarques que moi j'avais mises, et éventuellement une analyse d'un docteur qui a analysé les données a posteriori, pour voir. Donc j'en ai plein. Il y a des commentaires rigolos, des fois, et d'autres un peu moins. Donc ok, on a nos données. On est très content, mais si je donne ça à Émilie, elle va être moyennement satisfaite pour analyser l'évolution. Je pense qu'elle préfère même le cahier. Donc on va aller dans le premier outil d'Elasticsearch qu'on a à notre disposition, c'est la vue de découverte de nos données. Je vais aller essayer de parcourir mes données. Sauf que là, patatras, je ne peux pas, puisque je n'ai pas fait quelque chose d'hyper important, configurer ma data view. Pour les plus érudits d'entre nous, c'était les index patterns à l'époque. Je dois créer une data view pour dire à Kibana, en fait, mes données sont comme ça, et elles ont tel mapping. Donc on va le faire. Donc j'ai ma petite data view que je vais appeler Blood Data. L'index pattern, c'est une expression régulière qui va te permettre de sélectionner quels index où il y aura la source de données. Donc là, il me dit que j'ai un index, on est très content. Hop, et j'ai ma data view. Par contre, je n'ai pas sélectionné de champ date. Dans Kibana, il faut un champ date, parce que vous allez voir que ça prend tout son sens. Puisque derrière, systématiquement, sauf si on dit qu'on ne veut pas de date, mais c'est très rare, systématiquement, on va avoir sélectionné une plage de temps dans Kibana pour avoir les documents d'une plage horaire. Nous, ce qui nous intéresse, c'est de juin 2024 à peu près à genre maintenant. Et là, j'ai mes documents. Donc j'ai mes 28 documents, chacun concerne une saignée. Donc on voit qu'il y en a eu plein, et de moins en moins, ce qui est plutôt bon signe. Donc là, j'ai juste en fait le nombre d'événements qu'il y a eu sur un espace de temps. On peut redéfinir la plage horaire en faisant ce genre de petit zoom. Très content. On a un sommaire de nos données et on peut très rapidement parcourir, typiquement si je prends le bras, la répartition de nos données. Donc ça, c'est un insight en fait sur un extrait de vos données. De base, c'est 500. Moi, j'en ai que 28, donc c'est la totalité. Ça vous donne une idée en fait de la répartition. Donc on a vu que moi, cliniquement, le bras gauche, c'était pas possible, quoi. On nous en prend trop à droite, c'est ça l'idée, je sais pas trop. Mais moi, il n'y a que le bras droit qui fonctionne. Donc c'est pour ça que ça explique cette répartition. Et je vais pouvoir construire ce qu'on appelle une vue. Une vue, parce que généralement dans les données dans Kibana, c'est bien d'avoir des dashboards et tout, mais on a aussi envie d'avoir en fait cette vue-là un peu, de pouvoir voir les données, comment elles étaient, mais pas en JSON. Et ben, on peut la construire. Avec ce petit plus, hop là. Donc là, j'ai plus que la date, moi, liée par défaut. Et je veux du coup, qu'est-ce qui est intéressant, j'ai l'impression, la ferritine, elle a dit Émilie, bah vas-y, le fer, les globules rouges, l'hématocrite, l'hémoglobine, et elle a parlé de la saturation. Je vais mettre le volume aussi. C'était combien on prenait par saignée. Donc là, on a à peu près globalement le cahier, et ce serait bien de l'avoir dans la vue. Donc je vais pouvoir la sauvegarder, ce qu'on appelle une discover session, que j'appelle cahier, tout simplement. Dans cette vue, on peut aussi très rapidement appliquer des filtres. Donc j'aimerais avoir uniquement
Sur la ferritine, c'est peut-être pas une bonne idée. Je vais mettre genre le bras par exemple. Poc. Je vais avoir uniquement les saignées où il y a justement le bras gauche. Je fais ce petit plus et j'applique un filtre ici. Et on peut également, si on a envie ici, faire des recherches. Donc des documents qui parlent de course. Là, dans les bras gauche, il n'y en a pas. Hop, dans les bras droits, il y en a eu. Voilà, je ne vous ai pas affiché les données, mais c'est là où il y avait des données sur mes remarques où je parlais de course à pied, ce genre de choses. Donc là, on a construit une petite query. On est content. On va pouvoir essayer de construire maintenant un dashboard. La vue dashboard, de base, elle est vide et on peut soit créer des visualisations, soit y ajouter des panels. Je vais le faire à la fin, ajouter le panel. On peut créer une visualisation très rapidement. Alors tout ce que vous connaissiez avant cette version de Kibana sur les anciennes visualisations aggregation based, donc basées sur les agrégations Elasticsearch, n'existe plus. Terminé. Remplacé par un outil qui s'appelle Lens. Si vous étiez familier d'utiliser les queries, les requêtes scientifiques et tout ça dans TimeLion, ça n'existe plus non plus. Adios, ils ont tout remplacé pour des outils vraiment plus built-in et vous allez comprendre tout l'intérêt. Lens, sa particularité, c'est que c'est vraiment facile. Je prends mon nombre d'événements, je le mets là, hop, ok, j'ai mon nombre de saignées sur le temps. J'aimerais aussi suivre, je sais pas, la ferritine, l'évolution. Je glisse le champ dans mon truc, je dis que je veux plutôt une R, ça a l'air de marcher pas trop mal, hein. Je save. On a dit dans mon petit truc comme ça que je voulais avoir des compteurs. Donc quand on met le nombre de records, par défaut, il nous fait un histogramme basé sur la date. Il nous fait des petites suggestions. Il dit, dis donc, toi, jeune intrépide, tu peux aussi faire des métriques. Faisons des métriques. Donc là, c'est le nombre de records. Mais est-ce que j'ai vraiment envie de compter que les saignées? Non, moi, ce qui m'intéresse plutôt, c'est de savoir c'était quoi la valeur max d'un indicateur, par exemple, qui est intéressant. La ferritine. Ma valeur max c'était 965. J'ai envie de rendre ça peut-être un petit peu visuel, parce que Émilie, elle va voir ça, elle va voir que des cases blanches, elle va faire un AVC, elle va pas être très contente. Elle va préférer faire une crise d'épilepsie, du coup on va lui mettre des couleurs. Et moi, vous connaissez tous ma passion pour le front-end, je suis vraiment éclaté. Du coup, je fais des couleurs terriblement, ça part en Jamaïque, donc 400, 200, etc. Hop, je save et je return, donc là, c'est un petit peu gros. Ils ont revu toute la UI là, de construction des panels, c'est vraiment top. Donc là, j'ai mon max de ferritine. Peut-être que je voudrais aussi avoir le min. 4 clics, je change le max en minimum, pof, c'est fait. 51. Je fais moins de blagues sur les alcooliques depuis que je suis dans le service hépato. Beaucoup moins. Alors qu'avant, on aurait fait ce genre de petites vannes, mais là, bon, finalement, hop, et je peux mettre par exemple la moyenne dans ce genre de truc, ça n'a aucun intérêt, mais je pourrais mettre par exemple la dernière valeur, donc ça c'est cool. Donc là, je suis rendu à 76 en ce moment. L'intérêt de cette petite présentation, c'est que je peux sauvegarder ce petit... Ah, je vous ai pas mis le cahier, donc là je vais ajouter un panel, et c'est une... pas du tout, c'est pas ça qu'on veut faire. On va ajouter depuis notre librairie mon petit cahier. Hop, et là j'ai mon petit cahier que j'ai mis là. L'intérêt derrière tout ça, si je sauvegarde le dashboard, qui s'appelle suivi, par exemple, que je passe en view mode, je peux déjà analyser mes données. Voir globalement que c'était moyen et que c'est mieux, redéfinir les plages de temps, faire des filtres comme dans le Discover, avoir les évolutions dans le cahier, ma ferritine, etc. Donc on est assez satisfait. Une des features intéressantes de Kibana, c'est que tout est document, en fait. C'est-à-dire que ce que je viens de faire là, en sauvegardant ma query et mon petit dashboard, c'est qu'en fait, j'ai créé des documents dans Elasticsearch. Je peux aller dans le... Je vais peut-être faire d'autres onglets au bout d'un moment. Hop. Je peux aller dans mon DevTools. DevTools, c'est un peu l'IDE pour les gens qui font du Elasticsearch pas mal. Je peux aller rechercher dans les index de Kibana cachés. Bon, je ne les ai pas inventés, il faut les connaître un peu, mais je peux aller chercher les documents qui parlent du suivi. Et là, qu'est-ce que je retrouve? Je retrouve mon dashboard. Donc en fait, toute la configuration de mon dashboard que je viens de faire avec mes petits doigts, là, je l'ai en JSON. C'est relativement indigeste, mais pourquoi je vous montre ça? C'est-à-dire que tout ça, vous pouvez l'automatiser. Si vous déployez des nouveaux environnements, je ne sais pas où, avec Terraform, Ansible ou quoi, vous pouvez dire preload un tas de dashboards via les API de Kibana, déjà tout fait, et vos consommateurs, vos utilisateurs seront ravis.
Revenons à notre petit save d'object. Donc là, on a nos objets qu'on a créés et leurs dépendances. Donc là, si je vais dans mon blood data, ça n'a aucun intérêt. Si je vais dans mon suivi, par contre, je peux aller voir ces relations. Il me dit, ce truc-là est utilisé par 2 enfants. Le cahier et tout ça. Et ce que je peux faire, parce que moi, je suis un gars sans filet, je peux exporter mes objets dans un fichier qui s'appelle 22. Et je peux tout wipe. Hop, ça dégage. Du coup, qu'est-ce que j'ai? J'ai toujours mes données. J'ai wipe les objets Kibana. Par contre, je n'ai plus mon dashboard. C'est pas très grave. Parce que ce que je vais faire, je vais importer un autre, parce que je ne voulais pas tout vous faire en live editing, ça ne servait à rien. La version finale de mon suivi patient. J'aurais pu remettre le 22 pour rigoler, mais là, j'ai reloadé mes objets directement. Et si je vais dans mes dashboards, un petit reload quand même, j'ai un dashboard not found. Parce que c'est pas le bon. Je ne l'ai pas nommé pareil, je n'ai pas importé le même. Mais j'ai mon suivi patient. Donc là, c'est le premier dashboard qui ressemblait grosso modo à ma vue que j'avais créée sur MyRemarkable. Donc on a les événements, les répartitions avec des petits pie charts, l'évolution du moral, très important dans le suivi, les indicateurs, donc on a les mêmes, les globules rouges, le fer, et mon petit cahier. Moi je vais envoyer ça à Émilie, ça part en prod, et on va voir ce qu'elle en pense. On a vu d'abord 2 outils fondamentaux, même 3 du coup. La vue découverte, qui vraiment là c'est pour diguer vos données, voir comment ils sont, comment sont mes documents. Je pourrais aller un petit peu plus loin dans cette vue-là, parce qu'on le fait souvent. J'ai plus la même data view, du coup c'est normal. On le fait régulièrement quand on analyse surtout des logs. C'est de vouloir expandre ça et de faire un view single document. Donc vraiment voir, ok, ce document dans ES il avait telle forme, et une très belle feature pour analyser vos problèmes de prod, c'est View Surrounding Documents. Quand vous avez des apps avec des microservices à gogo, des ID de corrélation, etc., c'est dur de suivre les logs. Des fois, on va avoir juste les documents qui entourent ce document temporellement. Quelle que soit la source, quels que soient les filtres, que ce soit de l'erreur, du warn, du log, très pratique pour débugger. Bon, assez divergé. Qu'est-ce qu'elle en pense, Émilie? On a vu les dashboards et on a vu les save d'objects. C'est super ce travail. Par contre, c'est vraiment réalisé par un dev. Hein. Là, il va falloir apporter un petit peu de cohérence médicale là-dedans, Maxime. Je vais censurer parce qu'elle m'a saoulé un peu. En gros, elle a dit que c'était nul. Le message derrière, c'est qu'en fait, on veut faire ça. Et elle avait dit qu'il y avait un truc qui était hyper important, c'était le coefficient de saturation de la transférine. Et moi, en tant que bon dev, je ne vais pas respecter les specs. Après, est-ce que les US étaient bien écrites? Pas sûr. Donc, en même temps, remettez-vous en question. Bon, allez, on va le faire en vrai. On va retourner au boulot et on va charbonner. Ce que j'ai fait, avec talent. Et modestie, manifestement. Je vais retourner dans ma stack et je vais tout rewipe. Hop, ça delete. Je ne vais pas refaire du live editing, je pense que l'intérêt est faible. Par contre, je vais importer le travail qui s'appelle Last Export I Swear. Titre FR, tiens encore. Hop. Cette fois-ci, j'ai importé plus d'objets, dont des dashboards et des vues. Allons voir le dashboard. Donc le suivi patient, c'est le même, c'est pas trop d'intérêt. Par contre, ce qui est intéressant, c'est d'aller voir le suivi patient V2. Donc là, il y a plus de choses. C'est globalement la même chose, mais on a mis d'autres indicateurs. Ce que je vous propose, c'est qu'on aille voir un peu qu'est-ce que j'ai rajouté dans cette version pour que ce soit plus simple pour Émilie pour analyser, et surtout comment on l'a fait. Parce que ce n'est pas des fonctionnalités qu'il y avait dans Kibana, les versions d'avant, 7, 6, etc. C'est des choses qui sont arrivées au fil du temps. Kibana est un soft qui évolue énormément. Il y a beaucoup d'avancées dedans, surtout en termes d'UI, de ce qu'on peut faire. Donc allons-y. Le premier truc, c'est de pouvoir afficher non pas une valeur à un instant T, mais une somme cumulative. Moi, c'était important pour pouvoir afficher l'évolution du volume qui m'a été prélevé. Donc on voit que c'est relativement haut. Donc on arrive à environ 11 litres de prélèvement sanguin. Ça c'est... Tout va bien, ne vous inquiétez pas.
Ça, si je passe en mode édition, je vais pouvoir éditer la lens. Et ça, en fait, dans mon volume prélevé, j'ai fait un effort aussi d'affichage pour les frontistes d'entre vous. J'ai utilisé une formule. Et je ne l'ai pas fait juste pour montrer qu'on peut faire une formule. C'est que maintenant, dans Kibana et dans ES, on peut intégrer des formules de calcul. Moi, j'ai utilisé un truc tout fait qui s'appelle le cumulative sum, qui porte très bien son nom, qui va calculer une somme cumulative, mais surtout au fil du temps. Mais j'aurais pu faire une formule custom. Et on a un IDE pour faire des formules, si on veut diviser par 1000, par 100, par 20, si on veut faire un milliard de trucs différents. On a une magnifique doc qui, je pense, est dans le code et pas dans un sombre Confluence, n'est-ce pas Alex, avec plein de fonctions. Donc ça, en fait, c'est le remplacement de TimeLion qu'il y avait avant dans Kibana, qui était un outil vraiment dédié à faire des formules, mais des trucs plus compliqués que ça. Hein. Mon niveau de maths est léger, genre des logarithmes, et c'est remplacé par l'éditeur de formules. Donc il y a vraiment tout un tas de trucs. Une des autres fonctions que je n'ai pas mis en place, parce que moi, elle n'avait pas d'intérêt dans mon cas, c'est le counter rate. Tous ceux qui font du Grafana ici l'utilisent dans Grafana. Le rate, c'est bien d'avoir le nombre d'événements de votre web service, je sais pas, d'achat. À la fin, vous en avez 1 700 000. Ce qui vous intéresse, c'est plutôt de savoir, quand ça passe d'1 700 000, 2, 4, qu'il y en a eu 2 par seconde, ou 3 par seconde. Le counter rate permet de faire ça. Ça, c'est quelque chose qu'il n'y avait pas dans Kibana pendant très longtemps, et qui a été rajouté, et qui est vraiment qui facilite la vie, surtout quand on fait de la métrologie sur du gros volume de données. Le deuxième truc que j'ai rajouté sur cette truc-là, c'est des annotations. Rendre visuel des éléments dans le temps. Donc là, j'ai mis des petits cœurs sur mon dashboard. Ça correspond à quoi? J'ai mis un petit tooltip. Ça correspond à un événement. Donc là, problème de débit sanguin, sensation nulle, la fatigue s'accumule, dernière saignée, en pouvant à peu près dormir. Il y a eu des événements. Comment est-ce que j'ai fait ça? J'ai tout simplement rajouté ici un bloc d'annotation. Ce bloc de notation va se baser sur un événement qui peut être de deux sortes. Basé sur une query. Donc là, j'ai fait en fait un événement où dès qu'il y a eu un prélèvement, parce qu'il peut y avoir des fois où je vais là-bas et en fait on ne fait pas de prélèvement, c'est rare mais ça existe, et où il y a eu des remarques. Donc là, c'est une petite query en mode KQL, Kibana Query Language, mais j'aurais pu faire une autre query, genre quand le moral est nul. Donc il y a eu 5 fois où j'ai dit là, ça suffit. On en a marre. J'avais mis irrité et irritable, morale de type AK47. Dédicace aux gens du client à cette période. C'était pas exceptionnel. On peut aussi mettre une date statique. C'est-à-dire, aujourd'hui, là, à 11h57, je veux mettre un événement. À quoi est-ce que ça peut bien servir ce truc? Ça permet de faire ce genre de choses. Là, j'ai mis une petite étoile qui va expliquer l'évolution anormale de ma fatigue, ici, avec la naissance de ma deuxième fille, qui manifestement ne connaît pas trop la notion de sommeil. Et comment est-ce que j'ai fait ça? J'ai simplement fait une annotation avec une date statique. On l'embrasse, elle est trop mimi. C'est vraiment très simple. À quoi est-ce que ça peut vous servir, vous, dans la vraie vie? Vous pouvez, imaginons sur des tests de performance, vous avez des stats de perf, dire à cet instant-là, on a release la version 3, la version 3.1, etc. Et vous avez des marqueurs visuellement, vous savez pourquoi est-ce que ça diminue. À ce moment-là, on a fait un truc. Et on a fait quelque chose de bien ou de pas bien. Donc ça, c'est les annotations. Je trouve ça formidable. Émilie, le passage que j'ai censuré par N, elle voulait des seuils de référence pour savoir qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est pas bien. En l'occurrence, moi, mon hémoglobine, quand j'ai commencé le traitement, c'était 13.9. Il fallait absolument pas que je baisse de 2 points. Parce que sinon, c'était pas ouf ce qui s'est passé à un moment donné. Du coup, j'ai mis des lignes de référence sur ce graphe. Donc 13.9 et 11.9. Comment ça fonctionne? C'est aussi simple que les annotations, sauf que c'est des reference lines. Et on va pouvoir définir des valeurs. Donc vous pouvez, ces valeurs-là, faire une valeur fixe, donc comme moi j'ai fait 13.9 parce que c'était simple, mais aussi faire une fonction rapide, une formule, calculer la moyenne totale du temps passé de vos utilisateurs sur votre site pour faire genre la médiane. Il ne faut pas que ça oscille de plus de 10% de ça tout le temps et faire des seuils de référence au-dessus, en dessous, et de voir très facilement l'évolution correcte ou pas correcte de vos données. J'ai fait pareil avec la valeur du dessous. J'ai ajouté un petit panneau parce que c'est incroyable. Et j'ai mis une petite
élément de remplissage en dessous. Et littéralement, c'est 2 clics. Ils ont vraiment fait des efforts, je ne suis pas expert, mais de UI et de UX du coup, du X quoi, dans le soft, et tout devient très simple à utiliser. Hop. De la même chose pour les légendes. Hop, on peut les mettre, pas les mettre, c'est très simple. Ok, donc ça on a les seuils, il y en a sur plusieurs indicateurs au final. La fameuse saturation, il ne faut pas être au-dessus de 45% pour les hommes. On peut rechercher. Donc on dit quand même que Kibana utilise des documents indexés dans Elasticsearch. Elasticsearch, c'est un moteur de recherche. Si je cherche la fatigue, je vais avoir uniquement les moments où il y a fatigue quelque part dans mes documents. Donc je ne vais pas parler aujourd'hui ici de qu'est-ce que c'est l'analyse de texte, le full text, etc. Je vous renvoie à ma conf de l'année dernière. Mon Elasticsearch a perdu la boule, où vraiment là je parle de ça en détail. Mais on a ce petit champ là, vraiment, où on peut faire quelques petites queries très rapidement. Donc là je fais sur l'ensemble de mes documents. Ok, j'ai mis mon emoji préféré juste par plaisir, le petit bonhomme déguisé. Autre fonctionnalité, pouvoir créer une table SQL. Tout le monde n'est pas forcément hyper à l'aise avec le KQL, donc c'est le langage qu'on met ici, ou bien même le fait de pouvoir créer ses recherches en JSON, en query DSL, Elasticsearch. Ils ont rajouté ce que moi j'appelle, pour les moldus, un éditeur permettant de faire des requêtes de vos données dans Elasticsearch à la SQL. Ils appellent ça le ES Query Language. Ça vous permet de faire des queries avec des where, des sort, des group by, ce genre de choses. Il n'y a pas beaucoup de jointure dans les données ES, on est sur des données dénormalisées. Ça vous permet de créer une vue tabulaire. Et ce que j'ai fait un peu comme tout le temps en fait, sur mes données, je vais choisir, comme dans votre select en SQL, les données que vous voulez afficher. Donc ça s'appelle des métriques. Donc moi j'ai mis la date, la ferritine, la saturation, ce genre de choses, et j'ai mis des petits patterns de couleurs pour que ce soit visuel. Donc tout simple. On peut évidemment aller beaucoup plus loin. Je ne sais plus où est la... Il y a carrément un IDE qui vous permet d'aller voir tout ce qu'on peut faire. On peut faire du grok, par exemple. Donc ça, c'est pas du SQL, mais c'est de l'Instack élastique. Toutes les fonctions disponibles. On peut aller beaucoup plus loin que juste moi, mon petit use case d'exemple. Les runtime fields. Donc là, on va aller dans les trucs un petit peu plus tricky. Ici, j'ai un événement qui s'est passé. Il y a une alerte clinique. C'est rouge avec un petit panneau, ça n'a pas l'air ouf. Si on a bien suivi, ça a l'air d'être une annotation. Avec un tooltip où j'affiche la ferritine, la saturation et l'hémoglobine. Le truc qui me chiffonne, c'est que moi, j'ai changé d'onglet. Je n'ai pas fait dans mes données. Là. J'ai pas d'alerte clinique. Ça n'existe pas. Cette donnée dans mes documents, elle n'existe pas. Comment est-ce que j'ai fait ça dans ma visualisation là? Donc j'ai mon alerte clinique dans mes annotations. Elle se base avec une query alerte clinique true. J'ai pas alerte clinique dans mes documents. Sapristi. Tout s'explique évidemment, sinon on ne serait pas là. On va retourner dans le management et on va aller dans les data view. Data view, on se rappelle, c'est l'endroit où on disait à Kibana, regardez, mes données sont de tel type. Ça lui permet, lui, derrière, d'adapter son interface en fonction du type. Si on a un booléen, si on a une date, si on a un texte cherchable ou pas, agrégeable ou pas, etc. On peut rajouter ce qu'on appelle des runtime fields, c'est-à-dire des champs qui vont être calculés en runtime uniquement pour Kibana. Donc attention aux perfs. Dans un champ que j'ai appelé alerte clinique, on peut tester sur tel ou tel document, ça c'est pratique. Dans un sombre langage un peu douteux, certes, mais un langage de scripting vous permettant de faire du petit scripting dans Elasticsearch pour calculer à la volée des nouveaux champs. Donc moi j'ai dit, s'il y a ces 3 indicateurs, ferritine, saturation et referritine, doublement sûr, hop là, on n'est jamais trop sûr. Et si ces valeurs, c'est des seuils que j'ai mis, genre plus de 370, etc., alors tu émites, on a l'impression de faire un peu d'assembleur, tu émites true. Donc ça veut dire que le champ alerte clinique pour ce document-là sera valué à vrai.
Donc ça, c'est très pratique. Ça m'a permis de compute ce champ-là pour faire la clinique en live. Donc là, on est uniquement sur du runtime, je ne sais plus s'ils le disent explicitement, Kibana. Il ne faut pas confondre ça avec le runtime mapping, qui lui est Elasticsearch, qui vous permet de faire la même chose pour vos données dans ES. L'intérêt de ces features-là, c'est de dire, j'ai 1 milliard de documents, sur un document un jour, j'ai besoin d'indexer un truc supplémentaire pour faire quelque chose de compliqué. L'indexer en russe ou en mandarin, mais que sur ce document-là. Plutôt que de payer ce prix-là d'ingestion, parce que ça coûte cher, sur 1 milliard, je le ferai à la demande pour 1. Ça, c'est le parti pris du runtime mapping dans Elasticsearch, et c'est grosso modo la même chose. On ne va pas aussi loin avec le runtime field, mais celui-là qui est que pour Kibana. Donc attention au perf, parce que tout ce petit script-là va être exécuté sur toutes vos données. Donc en l'occurrence, ici, moi j'ai un document avec ça. Poc. On n'est pas trop mal. Contrairement au Resto du Cœur, moi je suis une association à but extrêmement lucratif. Moi, le but dans la vie, c'est de faire un maximum d'oseille. C'est pas vrai en vrai, mais du coup, on va essayer de passer à l'échelle. Pas exceptionnel. Mais bon, le truc vital est respecté. Donc je vais demander à ChatGPT, je vais donner mon bulk. J'ai demandé à ChatGPT, prends-moi ce cas clinique à peu près et randomise-moi un peu les datas. Tu me fais d'autres cas cliniques. Et ben l'objectif, c'est de réindexer ça dans Elasticsearch. Et ben faisons-le. Donc j'ai demandé à mon ami ChatGPT. Cette fois-ci, il a bien voulu le faire. Donc il m'a généré un ND-JSON avec plein de gens dedans. J'utilise, vu que le document est gros, j'utilise la commande n'a pas trop d'intérêt. J'utilise la commande bulk pour lui dire indexe-moi tout ça dans mes données. Donc là, c'est ce que je viens de faire. Donc j'ai indexé dans ma stack toutes les données. Donc qu'est-ce qui se passe si maintenant je refresh? Ah, il y a beaucoup plus de monde. Manifestement, par contre, c'est moyennement utilisable. Donc là, est-ce que j'ai pas été un peu trop cavalier dans mon entreprise et qu'il faudrait peut-être que je repense à comment, en fait, maintenant que j'ai passé à l'échelle, comment pouvoir naviguer dans mes données et avoir une vue plus d'ensemble, faire un petit pas de recul et dire, ok, maintenant que j'ai, je ne sais plus combien de patients, environ 200, qu'on a eu plus de 4000 saignés, on va faire plein de trucs. Malheureusement, ils sont pas tous en forme en plus. Ça n'a plus aucun sens, ce truc-là. Bon. Après, ça peut permettre d'avoir des stats globales quand même. On a besoin de faire un pas de recul et de faire des visualisations du coup plus hautes. C'est ce qui se passe un peu quand on fait du monitoring aussi sur des machines, sur un parc de machines. On aime bien avoir une vue d'ensemble, d'avoir uniquement la machine qui va mal pour ensuite aller dans le truc détaillé. C'est un peu l'entreprise que j'ai voulu faire ici. Dans un magnifique dashboard que j'ai appelé Global Blood Data, c'est ce qu'on fait. Donc là, on a les données de tout le monde. Donc il y a 216 patients, il y a eu 4000 saignés. J'ai pas révolutionné Internet en faisant ça. Hein. J'ai mis le nombre de saignées. En rouge, j'ai fait celle qui se passe mal. Donc on pourrait très facilement faire un petit clic et prendre que à la clinique et avoir uniquement les saignées où ça se passe mal. Enfin, les moments où ça s'est mal passé. Le maximum, parce que c'est ce qui nous intéresse dans ces pathologies de ferritine, on voit que l'IA, il est quand même un peu feignasse. Hein. Il a vite fait randomiser. Hein. Mais c'est pas grave. Pour nous, c'est suffisant. Tac. Premier truc que je voulais montrer avec ça, le petit bulk, c'est les contrôles. Ce machin-là, il est pratique, mais il est globalement détesté par les utilisateurs. Parce que les gens s'y perdent entre les quick, select, de cliquer ici, les absolus, les relatifs, etc. On peut ajouter plutôt un petit ici time control, je vais le mettre en view mode, hop, qui va vous permettre de redéfinir votre plage horaire de manière un peu plus user-friendly. Et ce qui est sympa, c'est qu'on va pouvoir dire du 13 juin, on va définir une période. J'aimerais bien analyser. Pour les saignées, ça a peu d'intérêt. Mais sur je vais pas en mettre 10 000. Sur une période d'environ 2 mois, j'aimerais bien voir l'évolution visuelle en fait, de mes données. Et du coup, on va pouvoir les faire jouer. Et cette plage horaire, elle va glisser au fur et à mesure. Ça peut être intéressant dans un bureau, par exemple, si vous avez oui, bon, on fait pas tous du remote, ça va. Si vous avez des écrans dans vos bureaux avec du monitoring sur d'autres choses, avoir ce truc qui slide
pour avoir la dernière heure, mais par tranche de 15 minutes, de 10 minutes, etc. Ça peut être hyper intéressant. Hop, j'enlève ça et je le pose. Je remets à la vue du départ. Non, pas du tout. Je remets avec tout. Hop. Pareil, on aime bien faire des filtres en KQL, mais on est toujours un petit peu perdu. Surtout quand on fait comme moi, c'est-à-dire là, j'ai pas du tout réfléchi une seule seconde à mon mapping. Je veux le chercher sur un patient, et j'ai patient.keyword, j'ai patient. Comment je fais? Est-ce que je mets des codes? Je mets pas de codes? C'est un peu pénible. On veut proposer plutôt des contrôles avec juste un petit widget ici, juste pour l'utilisateur en fait. Lui dire, bah là, j'aimerais bien pouvoir filtrer rapidement sur mon user, donc genre sur Alice par exemple. Bah, Alice, il s'est passé ça. Ah, Alice en mars, pas ouf, peut-être qu'il faut que je lui envoie un mail, peut-être que je peux faire de l'alerting. On pourrait faire ça, je ne l'ai pas fait, hein, mais dire bah, quand il y a une erreur clinique, envoie un mail au service, ce genre de choses. Donc juste rajouter des petits contrôles ici. Pour les utilisateurs, généralement les gens qui développent les dashboards, ça n'a aucun intérêt pour nous. Mais pour les utilisateurs, ça peut être intéressant. Les cartes, fonctionnalité sans internet, beaucoup moins sexy, parce que le fond de carte, il y a une query qui est faite sur le web. Et on voit les limites de l'IA aussi. J'ai dit généralement des gens dans le monde à peu près. J'avais mis sur terre, sur la terre ferme. Et bon, ils sont moyennement. Après, peut-être qu'ils font du canoë. On les embrasse. Ce qu'il faut voir ici, c'est qu'en fait, ça, c'est une fonctionnalité maintenant qui est gratuite aussi. On peut construire nos cartes. Est-ce que je vais pouvoir sans le web? Il faut mettre en mode d'édition. On va pouvoir construire nos cartes très facilement en définissant des layers. Je vois pas ce que je veux. Si, c'est juste là en fait. Hop, ouais, il est un peu en PLS. Bah si, mon blood data ici. Mon blood data, c'est un layer, et je juste dit de faire une agrégation clusterienne de mes données sur un champ précis. Sauf que ce champ précis, que je ne vois plus là, mais si, source details, hop, il se base sur un champ qui s'appelle geolocation. Et bien là, si on refait la manœuvre de tout à l'heure, geolocation, c'est quelque chose qui n'existait pas. Vu que j'ai fait le voyou et que j'ai indexé mes données telles quelles, sans penser au mapping, rappel de toutes les comptes que j'ai fait avant, le mapping, c'est le plus important quand on fait du ES. Vu que j'ai pas bien fait mon travail, je suis obligé de refaire le boulot. Je suis obligé de dire, en fait, mon champ qui s'appelait appla location.lat et location.long, en fait, c'est pas des floats pour toi, moteur. C'est un geopoint. Du coup, pour faire ça, j'ai utilisé de la même manière un runtime field, cette fois-ci pas pour créer un champ supplémentaire, mais pour corriger mes bêtises, et de dire, en fait, ce champ location.lat et location.long, en fait, prends-les et mets-les dans un champ de type geopoint pour pouvoir être utilisé dans la carte. Donc là, c'est un petit outil, parce qu'on dit toujours, oh oui, tu avais juste à réindexer. Ouais, super, quand tu as 4 milliards de documents, parlez-en à Laurent, lui, il fait des centaines de péta-octets de données, c'est pas tout le temps possible de tout réindexer. Donc on peut utiliser ces petites succeries pour recalculer des champs, à la volée des champs manquants, refaire un petit mapping, etc. La contrepartie de tout ça, c'est les perfs. Donc attention, parce que tout va être recalculé dans le navigateur par Kibana. Donc on peut rattraper notre mapping. Là, la formule était quand même beaucoup plus simple. Mais ça reste globalement assez archaïque. L'éditeur, il gagnerait quand même à pouvoir être ouvert autre part. Le drill down, donc ça c'est très important quand on commence à vouloir naviguer dans vos données. Ah, c'est très important d'avoir des données, surtout. Si je vais sur mon Global Blood Data, il n'a pas kiffé le truc de la carte. J'ai la répartition des saignées en fonction des gens. Donc c'est très bien. On a vu tout à l'heure qu'il y avait Alice. Hop, Alice, elle n'allait pas bien là en mars. Mais on ne sait pas trop. On voit que son maximum de ferritine il a évolué, il était même redescendu. Ouais, elle se plaint facilement aussi la Alice. Ce que j'aimerais faire, c'est pouvoir dire rapidement, j'ai pas envie de repasser par ma vue du dashboard, d'aller sur mon truc, remettre mon filtre. J'aimerais bien pouvoir cliquer là et faire va sur le dashboard du patient. Est-ce qu'on peut le faire? Exceptionnel. Trop facile. Ça fonctionne tout seul. Et ça, c'est gratuit aussi. Ça s'appelle juste, c'est pas là, ici même, un drill down. On va pouvoir
dire, quand on clique sur cette visualisation-là, et qu'il y a tels filtres qui sont actifs autour de cette pie chart, soit tu veux pouvoir aller vers tel dashboard, ce que j'ai fait moi, avec tel filtre, et ça se fait tout seul ça, soit tu veux aller dans le Discover, soit si tu n'es pas un gros rat comme moi, aller sur un outil externe de votre SI, hein, ou même sur un site web, ou je sais pas quoi, un truc qui permet de payer ou de faire des commandes, je sais pas trop, sur des systèmes dédiés. Moi, j'ai pas la licence, mais je ne peux pas le faire. Donc les drill down, c'est vraiment très pratique. Pourquoi on n'a plus de données là? Est-ce que on n'est pas en train de faire décéder le cluster? Ce serait dommage. Non, je sais pas pourquoi. Hop, je vais l'enlever, mince. C'est pas grave, on va s'en sortir. Au pire, je wipe tout, je les réimporte. Je sais pas ce que j'ai fait. On peut aller dans les Discover Sessions et les sauvegarder. Donc c'est ce que j'ai fait tout à l'heure. Et dans Kibana, ok, il y a la donnée, mais il y a aussi le search. Kibana, ça se base sur les données dans Elasticsearch. Donc là, j'ai fait une Discover Session avec les champs textuels. L'intérêt de pouvoir faire ça, derrière, c'est de pouvoir analyser ce qui se passe sur l'analyse du moral. Et donc là, on fait une visualisation orientée vraiment sur les remarques des gens, les analyses. Pareil, hein, c'est généré par IA, mais on voit la répartition de leur feeling, l'évolution du moral au fil du temps, et le petit tableau avec les données et les remarques. L'intérêt derrière tout ça, c'est de pouvoir chercher dessus. Et cette fois-ci, on va essayer d'aller un petit peu plus loin, et on va faire le cas d'école classique. Je veux aller dans les remarques. Déjà, je fais quoi? Keyword ou pas keyword? Bon, vous demandez à Maxime, il va vous dire. Et je vais chercher les trucs qui parlent de course à pied. Et j'en ai beaucoup. C'est bizarre. Et on voit, ah, damn, ça marche pas, parce que là, en fait, j'ai matché que sur un caractère. Et ça, c'est le truc de base, quand on veut chercher typiquement dans les logs, quelque chose qui s'est mal passé, un bout d'URL, un verbe, etc. Et en fait, il nous ramène toute la terre entière, parce que par défaut, Elasticsearch, il ne fait pas tout pour vous. Là, on fait un match sur n'importe quel terme. Et la petite strat, toute mignonne, c'est juste de mettre des cotes. Et du coup, là, on passe dans un mode différent. Et ça, en fait, ça paraît tout con, parce que je vous le dis comme ça. Mais il faut le savoir. Et on n'a pas trop d'aide sur ces outils-là, ils ne nous disent pas trop. Mettez des petites cotes pour faire différemment. Donc là, on voit les documents qui parlent de course à pied. Mais je crois qu'il y en avait d'autres. Ah bah non, il n'y en a pas d'autres. Bon, il n'y en a pas d'autres, c'est pas très grave. On a changé en fait la query. Et comment est-ce qu'on peut en être sûr? Eh ben, on n'a qu'à demander en fait à Kibana. Ça, c'est votre outil numéro 1 pour savoir quand ça se passe pas bien. Qu'est-ce qui s'est passé en fait? Ben, je vais inspecter. Ma requête, elle a fait ça, elle m'a renvoyé 2 résultats, 2 hits total. Ma réponse a été ces documents-là. Mais surtout, c'était quoi la requête? C'est ça, moi, qui m'intéresse. C'était quoi la requête? Parce que moi, je sais faire du US, du coup, je peux prendre cette requête et je peux aller la débugger. Donc là, on voit que j'ai mes exists sur mes remarques et mon analyse doc. Donc ça, c'est ma Discover Session que j'avais fait avant. Et j'ai surtout, ici, ma match phrase, parce que j'ai mis les cotes. Si je fais la même entreprise ici, mais avec l'autre requête, on voit que la requête a changé. Et là, je suis passé que en match. C'est pour ça qu'en fait, on avait un milliard de trucs différents. Si je vais dans Open in Console, ça va me l'ouvrir dans la console avec tout bien, tout collé, tout mignon. Il n'y a plus qu'à exécuter et on voit tout ce qui se passe. Donc ça, vraiment, le Discover, c'est vraiment chouette et vous pouvez le faire sur toutes les visualisations. Quand on est avec cet outil-là, c'est qu'on commence à être un peu déçu, hein, c'est que ça marche moyennement, mais ça peut vous sauver la vie. Donc le full text, j'en ai parlé, l'inspection. Quand on positionne des filtres, on peut les pin avec une petite punaise pour dire « Ok, j'ai fait des filtres dans mon Discover, dans mon dashboard 1, mets-les sur toute l'application. » Si vous voulez faire des queries complexes, qui sont un peu difficiles à faire via la UI, et vous savez les faire avec le DSL d'Elasticsearch, les requêtes booléennes qui vont combiner tout un tas de choses, vous pouvez le faire. Vous pouvez construire votre query dans le DevTools, l'importer dans la Discover Session avec le Elasticsearch Query DSL, et ça va fonctionner. Vous pouvez l'enregistrer et le mettre en source de telle ou telle visualisation. Je suis un peu vite, mais c'est anecdotique. Quelque chose que je voulais montrer qui est intéressant, c'est la possibilité de pouvoir shifter vos données. Ça, c'est très intéressant pour comparer
des sources de data d'une période temporelle à une autre. On ne va pas le faire en live. Mais dans l'idée, j'avais indexé mon volume de course à pied sur 2 ans, je crois, un truc comme ça, par mois. Et on veut vouloir le comparer à l'année d'avant. Donc là, j'ai le bleu, c'est en ce moment. Donc j'ai arrêté de le faire en avril. J'aurais pu mettre les données actualisées, mais pas très grave. Et la courbe rouge, c'est l'année dernière. Donc manifestement, cette visualisation n'a pas trop d'intérêt. Et ce que je voulais montrer ici, par contre, c'est que c'est... Il faut quand même que je le montre. C'est qu'en fait, dans mes save d'object, là, je vais aller dessus. Hop. Où est-il? Run last year. Tac. Je vais aller dessus. J'ai pas mon index. Run data, je l'ai pas indexé, mais c'est pas grave. Ça, je l'ai simplement fait avec une toute petite formule. J'ai dit, donne-moi le max. Donc, j'avais qu'une donnée par mois, j'aurais pu mettre max, min, peu importe. De cette donnée, et tu vas me la shifter de 12 mois. Donc, il va prendre la donnée de base pour la requête numéro 1, que j'ai mise dans un autre layer, et la requête à un mois d'avant. Vous pouvez faire ça à 10 secondes d'écart, 30 secondes d'écart, 5 minutes. Quand vous faites des MEP, je vous encourage très fortement à faire ça avec vos perfs, en fait. Votre nombre de 403, votre nombre de machin, le temps moyen de réponse, etc. Voir, ok, la version N-1, elle fait ça. Du coup, maintenant, c'est gratos, en fait. Allez, c'est bon. Je pense que j'ai fait un inventaire assez complet. En vrai, j'ai vraiment effleuré le sujet de tout ce qui est possible de faire dans Kibana maintenant. Le fait de pouvoir accéder à un éventail de formules pour vraiment les data scientists, ce que je ne suis pas, c'est là où est ma limite, c'est vraiment top, en fait, de pouvoir analyser toutes ces données-là. Alors en fait, on continue. Si vous êtes bloqué dans Kibana, que vous n'avez pas votre visualisation pour faire ce que vous voulez, vous pouvez faire une custom visualisation et utiliser la syntaxe Vega. Vega, c'est un projet, je crois que c'est open source, j'en suis pas hyper sûr, mais qui propose un langage de programmation relativement verbeux, ok, mais qui permet de faire vos propres visualisations custom et de les mettre dans Kibana. Avec Alex, on l'avait fait pour Biomérieux, on avait dû faire des boîtes à moustaches. Il n'y a pas ça dans Kibana. Des dendogrammes. Il n'y a pas non plus dans Kibana. Donc on avait fait ça en Vega. Ça avait été un peu désagréable, mais au moins ça avait répondu aux besoins du client. L'hémochromatose, c'est une pathologie qui est assez fréquente en Bretagne. Et donc il faut la connaître et savoir qu'en cas de fatigue, c'est important de consulter quelqu'un. Ce type de données sont hyper utiles. C'est très intéressant de les collecter, mais il faut aussi savoir les rendre visuellement intéressantes et pertinentes. C'est utile de les rendre visuelles pour l'utilisateur, qui est ici un médecin, mais ça peut être aussi un patient. Et ce type de façon de visualiser les choses, ça permet, je pense, de s'approprier sa maladie pour les patients, et je pense que c'est hyper intéressant et nécessaire. Merci à tous et je vous souhaite un très bon Brestcamp. S'occuper de la santé, c'est quand même bien plus intéressant que de parler de cailloux, de Nintendo 64 ou de speedrun. Hein, bon, c'est bon. Globalement, moi, mon ressenti personnel, c'est que ça m'a manqué de fou. J'avais toujours l'angoisse d'aller à la CENI. En plus, tu n'as pas les résultats directs. Il faut savoir que mon espace santé, etc., en fait, ça a pu marcher. Au début, j'avais tout 2 heures après. Après, ça marchait plus. Et ils ont une panne depuis octobre ou je sais plus, septembre, octobre, où j'ai pas les données. Donc je dois attendre la fois d'après et d'avoir demandé en fait c'était combien. Oh, vous êtes vraiment curieux? Non, pas trop. Ça me paraît normal, quoi. Je remercie beaucoup Émilie Andrés, qui est médecin généraliste à Rennes, qui a pris le temps de m'aider et en vrai qui m'a aussi accompagné tout au long de ce parcours un peu du combattant, on va pas se mentir. Moi, je m'appelle Maxime Audy, je suis cofondateur d'une petite boîte qui s'appelle Code With Us. Je suis consultant back-end, je fais des formations, je suis conférencier essentiellement sur Spring et sur Elastic. Au final, est-ce que ça va? Parce que ça a peur d'être ouf. Quand on regarde les données, maintenant ça va. Et en vrai, l'année a été un peu chaude de fou, mais maintenant c'est passé et quand même c'était le bon traitement et ça va quand même beaucoup mieux. Comme dirait ma professeure de danse de forêt, Josiane Pichet. Je vais beaucoup mieux. Je vous invite à aller donner votre avis sur cette conférence, un petit peu particulière pour moi, qui me concerne perso. Et je vous souhaite un bon Brestcamp évidemment. Merci pour votre attention et bon appétit.